Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, First, Break All the Rules. Un grand classique de la littérature, du leadership et de la gestion de personnel. Donc, c'est un épisode de revue de livres. J'ai fait mon premier il y a 2 semaines, puis en fait, ça m'a bien plu de faire ça, donc j'imagine que ça vous a plu aussi. Donc, je continue dans la série des grands classiques. First Break All the Rules est un bouquin publié en 1999. Ça fait donc presque exactement 25 ans, voire peut-être même plus que 25 ans. Et c'est juste pendant ma première expérience de manager. Mon premier job en entreprise, 6 mois après le début de mon premier travail, puisque j'avais ma thèse avant, mais ça, je compte pas comme du, entre guillemets, enfin, du vrai travail, vous voyez ce que je veux dire. J'accède à ma première fonction de manager en 1999. Et donc, vous me connaissez, j'ai vite essayé de me documenter, de regarder ce qui est disponible d'avoir. Et à l'époque, ce bouquin venait de sortir. International Bestseller, publié je sais pas combien de fois. Écrit par Marcus Buckingham, qui est aussi un de ces autres papes du management d'il y a quelques années. Et en fait, ce bouquin m'intéressait beaucoup parce qu'il essaie de répondre à la question « Qu'est-ce qu'un excellent manager ?» Enfin, « a great manager » en anglais. Donc on va traduire ça, un ou une excellente manager. Qu'est-ce que c'est ? Alors il faut savoir que Buckingham a travaillé avec ou pour Gallup, l'institut de sondage Gallup. Et en fait, Gallup avait depuis très longtemps interviewé un énorme nombre de personnes à travers le monde. Donc là, le bouquin nous dit que c'est 1 million d'employés, 80 000 managers, 120 000 heures d'enregistrement analysées. Et en fait, avec toutes ces datas qu'ils ont collectées, eh bien, ils sont arrivés à extraire, parce qu'évidemment, ils posaient un tas de questions à des entreprises, à des gens différents, ils sont arrivés à extraire une douzaine de questions, enfin 12 questions exactement même, que nous avons vues à l'épisode 135. Donc, si vous voulez plus de détails sur ces questions, je vous propose d'écouter l'épisode 135. Je vous les répète juste ici, les 12 questions. Et ces 12 questions, en fait, sont les questions qui se lient le mieux à tout un tas de d'outcomes, de liens positifs pour une entreprise. Donc, ces 12 questions, ce que ça veut dire, c'est que si moi, en tant que manager, je m'attelle à ce que mes gens répondent le mieux possible à ces 12 questions, alors j'aurai fait mon travail d'excellente manager. Les 12 questions. 1. Je sais ce que l'on attend de moi au travail. 2. J'ai le matériel et l'équipement dont j'ai besoin pour bien faire mon travail. 3. Au travail, j'ai la possibilité de faire ce que je fais de mieux chaque jour. 4. Au cours des 7 derniers jours, j'ai reçu de la reconnaissance ou des félicitations pour avoir fait du bon travail. 5. Mon superviseur ou quelqu'un au travail semble s'intéresser à moi en tant que personne. 6. Il y a quelqu'un au travail qui encourage mon développement. 7. Au travail, mes opinions semblent compter. 8. La mission ou l'objectif de mon entreprise me donne l'impression que mon travail est important. 9. Mes collègues de travail s'engagent à faire un travail de qualité. 10. J'ai un ami ou une meilleure amie au travail. 11. Au cours des 6 derniers mois, quelqu'un au travail m'a parlé de mes progrès. 12. Au cours de la dernière année, j'ai eu des occasions d'apprendre et de m'épanouir au travail. Voilà les 12 questions. Donc vous voyez, question 1 et 2, c'est ce que je reçois, donc ce que l'on attend, des objectifs et de l'équipement. Les questions 3 à 6, c'est qu'est-ce que je peux donner, et du coup, qu'est-ce que je reçois en retour en termes de reconnaissance, etc. Question 7 à 10, c'est évidemment, est-ce que j'ai ma place ici ? Est-ce que mes opinions comptent ? Est-ce que je comprends ce qui se passe dans l'entreprise ? Et ça me donne envie d'y participer. Et puis question 11 à 12, comment est-ce qu'on peut, nous tous, se développer, puisque c'est les 2 questions, avec les progrès et l'épanouissement personnel. Vous voyez, en lisant ces questions, je me dis qu'il y en a certaines dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Par exemple, la 5, mon superviseur ou quelqu'un au travail semble s'intéresser à moi en tant que personne. C'était révolutionnaire à l'époque. Parce qu'à l'époque, on s'occupait beaucoup des gens en tant que... 2 mains, 2 pieds, un cerveau, et puis au boulot, quoi. Et en fait, on s'est aperçu, peut-être plus récemment, mais on a maintenant la preuve
que les managers qui s'occupent de leurs collaborateurs, collaboratrices en tant que personne et pas juste en tant qu'employés, obtiennent de meilleurs résultats que ceux qui ne s'occupent simplement que des personnes comme employés. Et on sait que les employeurs qui aident aussi les employés à se développer en tant que personnes ont une meilleure rétention, meilleur engagement, etc., etc. Par exemple, si quelqu'un dans votre entreprise dit « j'aimerais passer à 80% pour ouvrir mon fitness », beaucoup d'entreprises diront non, et c'est un problème. Et donc les collaborateurs ou la personne en question cherchera une entreprise dans laquelle elle peut poursuivre son rêve, et du coup en remerciant par de l'engagement supplémentaire l'employeur qui lui permet de faire ce projet-là. On voit aussi que la 7e, au travail, mes opinions semblent compter. On peut se rattacher là à la sécurité psychologique, par exemple, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, mais qui est un espèce de pilier d'une bonne performance au travail. Donc on voit que ces questions qui ont été établies il y a 25 ans, certaines en tout cas ont une certaine adéquation ou pertinence par rapport à ce qui fait une bonne place de travail et d'excellents managers aujourd'hui. Le bouquin est franchement bien écrit, c'est plein d'anecdotes, c'est un bouquin américain, mais franchement les anecdotes sont savoureuses, sont intéressantes, sont décalantes. Moi je me souviens que ce bouquin m'a beaucoup frappé parce que il tue un certain nombre de mythes qu'on peut avoir sur le management d'équipe, le leadership. C'est pour ça qu'il s'appelle First Break All the Rules, parce que toutes les règles de base qu'on pourrait se donner, finalement, ce bouquin les casse. Moi, une de celles qui m'avait plus frappé à l'époque, donc il y a 25 ans, c'était, moi je pensais qu'il fallait passer du temps avec tout le monde et surtout avec les personnes qui vont pas bien. Les mauvais performeurs, entre guillemets, dans mon équipe. Eh bien, ce bouquin vous suggérera de faire le contraire, c'est de passer beaucoup plus de temps avec les gens qui vont bien. Et il y a une raison à ça qu'on va voir tout de suite. La découverte, je dirais peut-être la grande découverte de ce bouquin, en tout cas, c'est que le message qu'il essaie de nous faire passer, tient en une longue phrase. Les gens ne changent pas tant que ça. Perdez pas de temps à essayer d'ajouter ce qui n'existe pas et essayez plutôt de tirer un maximum de ce qui existe déjà. Et j'aime bien ça parce que ça met un clou dans le cercueil du développement personnel. Dans sa dimension, tout le monde est capable de tout le monde peut tout faire, il suffit de le vouloir. Ce qui est évidemment une énorme imbécilité. Les gens ne changent pas tant que ça. Et je suis coach, je suis formateur d'adultes, et les gens ne changent pas tant que ça. On peut gérer à la marge les défauts, les problèmes, mais c'est surtout une question de se baser sur les forces, sur ce qui fait déjà la personne, et d'essayer d'activer ces choses-là. C'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus puissant, puisque ça fait appel à toute une série de motivations qu'on a vues dans les épisodes dédiés à la motivation. Donc, pour moi, ça aussi, c'était un peu une révélation. Je ne serai jamais quelqu'un de naturellement persévérant. C'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt quelqu'un de créatif, j'ai 120 idées à la seconde, mais si vous me demandez de suivre un truc pendant 4 ans dans le détail, c'est pas mon truc, quoi. Alors, bien sûr que pour avoir une entreprise, vous me direz, mais t'as bien dû être persévérant. Oui, mais c'est pas pour ça que j'ai réussi, je pense. Et quand j'ai réussi, c'est avec des guillemets, parce que tout peut toujours arriver. Mais disons, j'ai survécu ces 10 premières années, pas grâce à ma persévérance. Je pense qu'il y a d'autres qualités que j'ai mis en jeu. Alors, il faudrait poser la question à mes clients, pourquoi est-ce que ça a été le cas. Mais voilà, je ne suis pas quelqu'un d'essentiellement persévérant, donc j'essaie plutôt de gérer avec, mais partons de pousser d'autres forces qui sont les miennes. Alors, le bouquin donne 4 clés qu'ils ont évidemment découvertes, suite à la réponse à ces 12 questions, et puis à toutes ces interviews qu'ils ont fait avec les managers. 4 clés que je vais vous résumer avec 4 phrases. Première clé, sélectionner le talent plutôt que l'expérience ou le diplôme. Deuxième clé, définir les bons résultats. Troisième clé, se focaliser sur les forces. Quatrième clé, trouver le bon fit. Alors, si on donne un tout petit peu de détails avant de conclure, sélectionner le talent. Alors, c'est quoi le talent ? Eh bien, en fait,
il donne pas une vraie définition dans le bouquin, mais il donne quelques indices, et donc je vais essayer de vous les résumer ici. Le talent, c'est quelque chose que nous faisons souvent, naturellement. C'est quelque chose qui nous vient facilement. Quelque chose que nous mettons en œuvre facilement, qui nous coûte peu d'énergie. Alors il donne des catégories de talent, hein. Il donne des catégories de talent dans le relationnel, dans la persévérance justement, etc. Alors ouais, je vous laisserai lire le bouquin, c'est intéressant de le faire. Hein. Et donc, sélectionner le talent, ça veut dire que dans la phase d'entretien, et d'ailleurs je vais faire un épisode sur les entretiens parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore abordé, et lire ce bouquin m'a donné quelques idées à ce sujet-là, c'est à l'entretien d'embauche, que ce soit interne ou externe, qu'en posant certaines questions, vous allez voir si la personne a ces talents ou pas. Et donc, sélectionner le talent plutôt que l'expérience ou le diplôme, qui finalement ne sont des prédicteurs de rien du tout, puisque l'expérience à un endroit ne veut pas dire que la performance se répétera, et puis le diplôme, vous savez ce que j'en pense. Deuxième clé, définir le bon résultat. Le bon résultat, en fait, c'est la route vers la performance. Je définis un bon résultat chaque fois que je définis un objectif vers la performance et que je laisse la personne, la route justement, je laisse à la personne le soin de définir la route. Cette route, elle est individuelle parce que justement, les talents ne sont pas les mêmes selon les personnes. Vous voyez, si vous fixez un objectif à une personne et que vous lui dites comment faire, ce comment faire, ça sera votre zone de confort à vous parce que ce seront vos talents à vous qui vont s'exprimer. Mais quand vous donnez cette tâche en délégation par exemple à quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas imposer la route puisque vos talents ne sont pas forcément leurs talents. Donc, très important de définir le résultat vers la performance et de laisser la route finalement à la personne. Troisième clé, se focaliser sur les forces. La force, j'essaie de définir un peu avant. En fait, vous voyez que force et talent, c'est quasiment la même chose. Hein. Une force, c'est quelque chose qui est positif et naturel pour nous et difficile pour les autres. Ça m'est arrivé de temps en temps que les gens me disent « Mais quoi, t'as fait ça ? C'est incroyable, c'est super difficile. » Pour moi, ça n'était pas tant que ça. Et c'est pas parce que je suis meilleur ou qu'ils sont moins bons. C'est juste parce que cette force s'exprime de manière beaucoup plus simple chez moi qu'elle peut s'exprimer chez eux. Par exemple, les gens me disent « Ah, t'as une entreprise 10 ans, c'est incroyable, comment tu fais et tout. » Pour moi, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été dur. Mais disons, les choses que j'ai dû mettre en jeu pour y arriver étaient pas forcément difficiles pour moi, alors qu'elles le sont peut-être pour quelqu'un d'autre. Et enfin, dernière clé, trouver le bon fit. L'idée du fit, c'est de créer alors ils appellent ça des héros parce qu'ils sont américains, hein, mais de trouver des héros dans chaque rôle et à chaque étage. Il est possible dans chaque fonction de votre équipe grâce à trouver ce bon fit, de trouver le talent qui va bien dans le bon rôle, de créer des héros. Il y a un exemple moi, qui m'a frappé, que je vous raconte encore, qui me donne toujours un peu la chair de poule parce que je trouve qu'il est tellement beau. Les femmes de ménage dans les hôtels. Alors, 1999, hein, ça a changé depuis la Covid, mais bon. Femmes de ménage dans les hôtels, ou hommes de ménage, pardon, dans les hôtels. Personnes de ménage dans les hôtels. On peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir du talent pour faire ce job. Franchement, faut nettoyer, quoi. Eh bien, c'est faux. C'est faux, et c'est vrai, du coup, pour tous les métiers. Absolument tous les métiers. Pourquoi ? Parce qu'ils racontent, en fait, ils ont interviewé une super... C'était une femme de ménage, hein, une super femme de ménage. Alors elle dit, elle a la technique, elle a tout ce qu'il faut, les rangements, les machins, en plus elle va vite, elle est efficace, bon. Mais elle dit, moi, je fais une chose avant de quitter la chambre. Quand je pense avoir tout nettoyé, je me couche sur le lit. Je mets mes mains derrière la tête et je regarde la chambre. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qu'en fait mon client, quand il va arriver à 18, à 19 ou à 20 heures, qu'il est crevé, il va poser les valises ou le sac à dos, il va enlever les chaussures et elle va se mettre sur le lit, elle va regarder et là il faut que tout soit parfait. Et si tout est parfait, alors l'expérience client sera bonne. Et vous voyez, ça c'est un talent. C'est un talent qui entre dans la catégorie des talents relationnels. Cette personne-là, on ne lui a pas dit de le faire, mais elle l'a fait parce qu'elle a trouvé que c'était intelligent. Et ça, c'est un talent. Et ça, c'est ce que vous devez chercher chez les gens qui bossent pour vous. C'est quoi ce talent ? C'est quoi ces trucs que les gens font facilement, qui vont très bien avec ce rôle ? Et vous voyez que ce que ça veut dire, c'est que évidemment, si le talent n'est pas là, ça va être compliqué. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut licencier la personne, mais
essayez de découvrir les talents chez les gens qui bossent pour vous pour pouvoir leur proposer un meilleur fit. Une petite responsabilité, une petite fonction qui fait que ça marchera mieux ou ça marchera bien. Commentaire sur ce livre, pour terminer, c'était un de mes bouquins favoris de l'époque. En le parcourant, ici, je l'ai avec moi d'ailleurs, en parcourant le bouquin, j'ai retrouvé des choses que j'avais lues et ça m'a tiré 25 ans en arrière. C'est un bon bouquin à lire. Les 12 questions sont utilisées par Gallup, ils l'appellent le Q12, c'est un produit que vous pouvez acheter chez eux. Alors que j'utilise aussi, moi, on l'a fait chez un client d'ailleurs, avec des résultats tout à fait intéressants. Il est encore très adapté, mais en vous le résumant, vous avez peut-être remarqué qu'on compte beaucoup sur la motivation intrinsèque des gens à vouloir performer, à vouloir à vouloir avancer, à vouloir progresser. Or, nous savons depuis la Covid que il y a une catégorie de personnes, peut-être encore plus chez les personnes plus jeunes, où le job n'est plus la première motivation dans la vie. On sait qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, et donc vous voyez que de sélectionner le talent, ce sera peut-être pas aussi simple pour nous maintenant que pour Buckingham il y a 25 ans. Mais je pense que ça reste une excellente clé pour gérer son équipe. Donc, bien sûr que pour, disons, adapter ce qu'il y a dans ce bouquin, eh bien, on va parler de motivation, de théorie de motivation plus moderne, on va parler de sécurité psychologique et d'autres choses comme ça, mais je dirais les bases de ce bouquin sont solides et restent. Les gens ne changent pas tant que ça. Ne perdez pas de temps à essayer d'ajouter ce qui n'existe pas. Essayez plutôt de tirer un maximum de ce qui existe. À la semaine prochaine. Ciao.